Bonsoir à tous et bienvenue dans Ça vous regarde. À la une ce soir, cette question. La France peut-elle échapper à un reconfinement? 38 départements basculent en alerte maximale. Annonce faite tout à l'heure par le Premier ministre Jean Castex. Le couvre-feu touche désormais 54 départements et un territoire d'outre-mer, soit près de 46 millions de personnes. Et les services de réanimation se rapprochent un peu plus chaque jour de la saturation. Alors, peut-on enrayer cette seconde vague sans reconfiner? C'est notre grand débat de ce soir. Terroriser et l'islamisme, c'est le nouveau mot d'ordre d'Emmanuel Macron, mais dans les faits, il y a des règles à respecter. Celle d'un état de droit. Le gouvernement peut-il dissoudre aussi facilement les associations islamistes? Quels sont les obstacles juridiques et constitutionnels? Décryptage à suivre. Et puis notre grand témoin ce soir, Axel Kahn, président de la Ligue nationale contre le cancer. On évoquera avec lui l'opération Octobre Rose, grande campagne de dépistage du cancer du sein. Et puis on parlera aussi avec lui de la cacophonie du côté des scientifiques depuis le début de la crise du Covid. De tout cela, on débat en plateau. Et de votre côté, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag CVR. Bonsoir Axel Kahn et merci d'être avec nous. Je le disais à l'instant, vous êtes président de la Ligue nationale contre le cancer, médecin, généticien et vous êtes notre grand témoin ce soir pour commenter cette actualité très riche. À mes côtés également Alexandre Mebaza, bonsoir. Vous êtes médecin, anesthésiste, réanimateur à l'hôpital Lariboisière à Paris. Julien Aubert, bonsoir, vous êtes député Les Républicains du Vaucluse et également par ailleurs membre de la commission d'enquête sur la gestion de la crise du Covid. Et puis Sylvain Maillard va nous rejoindre dans quelques instants, député La République En Marche de Paris et porte-parole du groupe à l'Assemblée nationale. On commence donc par se pencher plus en détail sur les annonces du Premier ministre. Les chiffres sont mauvais, les courbes ne s'inversent pas. Plusieurs départements basculent donc en alerte maximale. Qui est concerné? Quelles conséquences concrètes pour la population? On voit cela en détail avec Julien Gall. Nouveau tour de vis annoncé par Jean Castex. 38 départements supplémentaires et un territoire d'outre-mer, la Polynésie, basculeront dès demain minuit en zone d'alerte maximale. Au total, à compter de vendredi minuit, ce sont 54 départements et un territoire d'outre-mer qui seront soumis à la règle du couvre-feu, soit 46 millions de nos concitoyens. Voici donc la nouvelle carte du territoire concerné par un couvre-feu de 6 semaines. Cela ne touche plus uniquement des grandes métropoles, mais aussi des départements ruraux. Couvre-feu maintenu entre 21h et 6h du matin et plutôt bien respecté dans les zones déjà concernées, a précisé le Premier ministre. Durcissement des règles nécessaires pour endiguer l'épidémie, car selon Jean Castex, la situation sanitaire actuelle est préoccupante, avec une vitesse élevée du virus. Je vous le dis donc très clairement, les semaines qui viennent seront dures. Nos services hospitaliers vont être mis à rude épreuve et le nombre de morts va continuer d'augmenter. Les nouveaux cas d'aujourd'hui sont les malades hospitalisés de demain et malheureusement parfois les morts d'après-demain. Jean Castex qui n'écarte pas l'éventualité d'un reconfinement. J'en appelle donc encore et encore à la solidarité nationale et à une mobilisation sans faille. Car si nous ne réussissons pas collectivement à juguler l'épidémie, nous ferons face à une situation dramatique et nous devrons envisager des mesures beaucoup plus dures. Les déclarations de Jean Castex, le Premier ministre. Sylvain Maillard nous a rejoint. Bonsoir et merci d'être parmi nous. Je commence par vous, Julien Aubert, un petit tour de table sur ces annonces du Premier ministre. On a entendu Jean Castex dire que des mesures beaucoup plus dures seraient prises si les courbes ne s'inversent pas. Est-ce qu'à vos yeux, un reconfinement est encore évitable aujourd'hui en France? Évitable. Je crois que ça va se jouer entre maintenant et le 1er novembre. Moi, ce que je comprends, je dirais, de ce que dit le Premier ministre, c'est qu'ils attendent un début de frémissement de signaux positifs qui permettrait quelque part de considérer que les mesures qui ont été prises depuis maintenant un mois commencent à donner un effet. Mais comme il y a un effet retard et qu'on a ensuite, à partir de décembre, un mois extrêmement important pour la vie économique, je serais Premier ministre, je me dirais, la priorité, c'est de faire en sorte que si reconfinement il y a,
on ne le fasse certainement pas entre le 1er décembre et le 31 décembre, parce que là, je crois que l'économie ne s'en remettra pas. Et donc, je prendrai la date du 1er novembre en disant, si au 1er novembre, ça ne s'est pas stabilisé, et bien dans ce cas-là, est-ce qu'il ne faudra pas passer à la vitesse supérieure pour empêcher qu'un mois plus tard, le pire se produise. Toujours dans cet équilibre à trouver entre le risque sanitaire et le risque économique. Sylvain Maillard, de votre côté, comment vous voyez les choses? Comment vous analysez la situation aujourd'hui? D'abord, tout n'est pas figé. On voit que la situation est difficile. Le Premier ministre a annoncé une série de mesures de couvre-feu dans bon nombre de nouveaux départements. Ce que l'on sait, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Ce que l'on sait, c'est qu'on veut tout faire pour éviter un reconfinement. Et pour éviter le reconfinement, évidemment, le couvre-feu est un élément moteur, mais aussi c'est chacun d'entre nous. De faire en sorte de respecter les gestes barrières, de faire en sorte que chacun d'entre nous fasse attention les uns aux autres. Et vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, les Français ne font pas attention quand on voit dans la rue le port du masque est respecté, on ne peut pas généraliser, on ne peut pas dire on fait mal ou on fait bien. Chacun d'entre nous a cette responsabilité de faire attention en permanence. Et donc, je dirais que notre destin, ce qui va arriver dans les semaines ou dans les mois qui viennent, dépend principalement de nous. On a cette première vague difficile qui va arriver et qui est là et qui va s'accentuer jusqu'au début novembre. Ce que l'on espère, c'est que le couvre-feu permette de limiter, et Olivier Véran l'a extrêmement bien dit, l'objectif, il est d'essayer de revenir le plus vite possible à 2-3 000 contaminations par jour, pas plus, pour pouvoir maintenir une vie normale. Donc, je dirais, les jours qui viennent, en fonction de notre comportement, chacun d'entre nous, nous verrons l'évolution. Axel Kahn, la réponse du gouvernement, elle vous semble adaptée, proportionnée aujourd'hui? À dire vrai, j'ai l'impression que depuis le début de la deuxième vague, le gouvernement, hélas, est toujours une semaine au moins en retard par rapport à l'événement. Ce qui se passe était vraiment prévisible. Et il y a par exemple des décisions qui ont été prises qui, de mon point de vue, d'un point de vue sanitaire, et même d'un point de vue d'ancien président d'université, sont tout à fait inexplicables. Que l'on ait fait rentrer les universités avec des cours en amphithéâtre, alors que l'on sait très bien que les jeunes... C'est pas le cas partout. C'est pas le cas dans... Heureusement. Les présidents d'université, beaucoup d'entre eux, ont pris d'autres mesures. Mais il y a encore pas mal de cours en présentiel. Et je suis extrêmement concerné parce que le nombre d'étudiants positif et avec des signes cliniques est extrêmement important. Et quand vous regardez l'évolution de la maladie depuis le mois d'août, depuis d'ailleurs le début août et même la fin juillet, la chaîne de contamination est très claire. Ce sont les jeunes qui se contaminent, d'abord en vacances, maintenant éventuellement à l'université, et puis ils contaminent les parents parce qu'ils les rencontrent bien évidemment, d'autant plus qu'avec la crise, il y en a qui sont revenus en famille, et puis in fine les grands-parents et les populations les plus fragiles, et on suit très bien l'évolution. Donc je crois que ça, c'est extrêmement peu compréhensible. Je comprends bien pour l'école, on pourra y revenir. Il y a d'autres mesures qui, honnêtement, auraient permis d'atteindre l'objectif qui nous est commun. Il faudrait éviter le reconfinement. Parce que, quelles sont ces mesures, selon vous? Voilà. Or ça, bon, vous savez, ce que l'on appelle le confinement nocturne, le couvre-feu, c'est un confinement nocturne. Le confinement nocturne, il a exactement la même cible. Ceux qui sortent pour s'éclater le soir, c'est avant tout les jeunes. Et donc, on considère que les jeunes étant au début de la chaîne de transmission, c'est eux, éventuellement, et évidemment, dont il faut éviter qu'ils ne se contaminent. Et sur d'autres éléments, il y a une politique dont je conteste vraiment la cohérence. Et je vous le dis, je le fais de ces deux niveaux, qui est celui de connaisseur de l'épidémie qui est en train de se développer, et très concerné parce que les malades atteints du cancer sont concernés, mais également un ancien responsable de l'enseignement supérieur, président d'université, de presse, etc. Sylvain Maillard, d'un mot, vous vouliez réagir et après je vous donne la parole, docteur. Oui, j'entends ce que vous pouvez dire. Le choix, on a fait un choix stratégique. Le gouvernement est un choix qu'on assume. Un, que l'économie continue, pour pas que le pays s'effondre. Il faut que notre économie continue. Deuxième chose, laisser les transports collectifs ouverts, pour que chacun puisse continuer à aller travailler, puisse continuer à aller à l'école. Et c'est mon troisième point, de laisser les écoles, les savoirs, les points de savoir, l'école, les collèges, les lycées, les universités ouvertes, parce qu'on ne veut pas de casse sociale, casse intellectuelle, de faire en sorte qu'on puisse continuer à apprendre en France et que ce ne soit pas une année perdue ou une génération un peu laissée de côté. Voilà. Et donc c'est une stratégie, vous avez raison, rien ne sera... Est-ce que je peux vous répondre, monsieur le député? Pardon, je termine juste si vous permettez, professeur. Juste il n'y a que des mauvaises
décisions à prendre. Vous savez, il n'y a que des mauvais choix à faire. En vérité, à l'heure actuelle, il n'y a que des mauvais choix. Le choix qui a été fait, c'est tout simplement, sur ces axes-là, de privilégier la continuité de la vie et tout ce qui est annexe, cette bulle sociale, de faire en sorte qu'elle soit la plus réduite possible. Voilà. Alors, simplement en 2 mots, je suis d'accord avec tous vos objectifs. C'est-à-dire la continuité de la vie, et donc une des conditions, c'est la minimisation de la chaîne de transmission infectieuse, car on sait très bien ce qu'elle va devenir. Pour les écoliers, on sait très bien que le téléenseignement à l'école est terriblement discriminant pour les défavoriser socialement. Terriblement. C'est beaucoup moins vrai dans les universités, dans l'enseignement supérieur, parce que le téléenseignement, les MOOC sont déjà extrêmement développés. Quand j'étais président d'université, je m'apprêtais avec la H1N1 à fermer toute mon université et évidemment à continuer l'enseignement. Pour les plus défavorisés, il y a possibilité, on a suffisamment dans les universités de postes pour leur permettre, avec la distanciation physique nécessaire, qu'ils puissent néanmoins se connecter. Des petits groupes et des rencontres sont possibles. Honnêtement, ce qui est totalement incompréhensible, c'est cet élément-là, et je crois que ça a coûté beaucoup de contamination. Docteur Mebazaa, on a envie de vous entendre d'abord sur cette question du couvre-feu. Est-ce que vous en validez le principe? Est-ce que vous jugez cela efficace? Est-ce qu'il aurait fallu le décider plus tôt? En tout cas, on va savoir assez rapidement si c'est efficace ou pas. Vous entendez beaucoup de gens dire ça a été efficace dans telle ou telle région. Le seul test qu'on regarde tous, en fait, c'est la Guyane, où en 3-4 jours, on a vu la courbe s'infléchir. En fait, aujourd'hui... Donc là, ça voudrait dire que, par exemple, sur Paris et les autres métropoles concernées dès le début par le couvre-feu, on pourrait voir une inflexion rapide de la courbe? Le premier chiffre qu'on va tous regarder, même s'il n'est pas à 100% correct, c'est le nombre de cas positifs. Alors, il dépend évidemment du nombre de personnes qui vont se tester, hein, donc il faut garder ça en tête. Mais si déjà on voit une inflexion, c'est-à-dire une stabilisation, en fait, même pas une baisse. Une baisse, ce ne sera jamais avant plusieurs semaines. Mais aujourd'hui, le premier maillon de la chaîne, c'est quand même les cas positifs. Moi, je suis le dernier maillon de la chaîne, qui est la réanimation. Et moi, je dépends directement du nombre de cas positifs, parce qu'aujourd'hui, dans ma réanimation, les malades qui viennent, c'est des malades qui vous racontent que depuis 1 semaine, 10 jours, ils ne sont pas bien, ils respirent mal, ils savent très bien comment ils ont été contaminés dans telle ou telle réunion familiale ou réunion même professionnelle. Et en fait, ce qui est important, c'est le message à faire passer à tout le monde, c'est que vraiment, il faut mettre le masque tout le temps. Et le deuxième message médical, c'est que dès que vous avez de la fièvre, allez voir un médecin. Parce qu'aujourd'hui, on a des bons chiffres, on a des meilleurs chiffres qu'au mois de mars, parce que les gens viennent plus tôt. Mais j'ai encore des malades dans ma réanimation qui ont passé 15 jours chez eux avant de venir. Donc vraiment, dès que vous avez de la fièvre, allez voir un médecin, surtout que maintenant il y a la grippe et c'est compliqué de faire la différence entre le Covid et la grippe. Alors juste, je reste avec vous, parce qu'on parle beaucoup de cette seconde vague là depuis maintenant plusieurs jours, mais on a envie de savoir concrètement, ça se traduit comment dans un service de réanimation comme le vôtre aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Décrivez-nous la situation. Est-ce que c'est identique à ce que vous avez vécu au mois de mars? Aucun rapport. Aucun rapport. Au mois de mars, je gère à peu près une 50aine de lits de réanimation entre Saint-Louis et Lariboisière. J'avais à 5 malades près, j'avais que des malades Covid et des malades Covid lourds qui venaient à la dernière seconde. Et en plus, moi, je suis dans le nord de Paris, Saint-Louis et Lariboisière. Donc, on recevait les malades de zones qui n'ont pas beaucoup d'hôpitaux. Et des malades dont les caractéristiques sont horribles. Et on a les mêmes aujourd'hui, c'est-à-dire des gens plutôt de 40 ans, 50 ans, 60 ans, obèses, hypertendus. Mais alors, l'hypertension, c'est tout le temps. Et des gens qui sont pour beaucoup précaires, c'est-à-dire qui habitent dans des logements où vous comprenez facilement que le passage du virus se fait très facilement. Donc c'est vraiment la même typologie qu'on a aujourd'hui. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on a quelques malades qui arrivent assez tôt pour avoir le médecin généraliste, puis les médecins à l'intérieur de l'hôpital, qui puissent commencer à leur donner des traitements. Il y a 2 traitements qui ont vraiment permis de changer les choses, c'est les corticoïdes assez tôt, et les anticoagulants. Il faut se souvenir que c'est la France, et même l'hôpital Lariboisière, qui était parmi les premiers à dire que l'embolie pulmonaire était un facteur de risque gravissime, et ça a permis d'aider. Mais malgré ça, on a encore des malades qui viennent tard et qui finissent, comme j'en ai eu encore aujourd'hui, et qui finissent malheureusement par être passés sous ventilateur. Et quand on passe sous ventilateur, c'est ça le message qu'il faut retenir. Malheureusement, le risque de décès, il est de 1 pour 3, et quel que soit l'âge. Et c'est pour ça qu'il faut que le premier maillon de la chaîne soit vraiment parfait. Il faut qu'on parte du premier maillon de la chaîne. Juste pour bien comprendre, quand vous dites que ça n'a rien à voir avec la première vague, ça veut dire que quoi? L'état des patients qui arrivent chez vous est moins inquiétant? La première vague, j'avais 95% de Covid. Aujourd'hui, le pari que tous les médecins, que tous les réanimateurs veulent tenir, c'est qu'on puisse en même temps avoir des Covid et avoir tous les malades
de la population française qu'on a d'habitude, c'est-à-dire les attaques cardiaques, les attaques cérébrales, les femmes qui accouchent et ça se passe mal, des dysfonctions rénales qui s'aggravent. Ça, c'est mon quotidien de tous les jours. Et ces malades-là, moi, je souhaite continuer de les traiter. On souhaite tous les traiter en même temps que les Covid. Et ça, aujourd'hui, c'est le problème. Donc, quand on dit dans quelques jours, on va avoir une tension, non, nous, la tension, on l'a dès aujourd'hui et on espère ne pas avoir à faire un choix. Et c'est pour ça qu'on espère que le couvre-feu va permettre d'aplatir la courbe pour ne pas qu'on ait à faire un choix à âge égal entre quelqu'un qui vient de faire une attaque cardiaque et quelqu'un qui a le Covid. Sylvain Maillard, moi j'ai envie de vous entendre sur ce qu'a dit le professeur Delfrécy. C'était le 9 septembre dernier, on rappelle, il est président du conseil scientifique et il avait dit à l'époque que le gouvernement allait être obligé de prendre des mesures difficiles, un certain nombre de décisions difficiles dans les 8 à 10 jours maximum, c'est-à-dire avant le 19 septembre à l'époque. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu les prendre, ces décisions, quand on voit rétrospectivement, vous allez me dire c'est facile, la situation aujourd'hui? Vous avez déjà fait la réponse, évidemment. Oui, mais en attendant, il était là pour conseiller le gouvernement. C'est son rôle. Mais c'est son rôle, et après, il y a des choix politiques qui sont faits. Le choix politique, et c'est vrai, quand on regarde dans le rétroviseur, c'est toujours un peu plus facile, mais les choix politiques de faire un couvre-feu, ça veut dire que vous condamnez tout un pan de notre économie, c'est-à-dire les bars, les restaurants, les salles de sport, les théâtres, les cinémas, tout ça, c'est que vous les condamnez à court terme. Évidemment, on fait des mesures pour les accompagner, mais c'est extrêmement difficile et une partie d'entre eux ne rouvriront pas. Et donc, au moment où vous devez prendre la décision d'un couvre-feu, je peux vous dire que votre main, elle tremble. Vous savez exactement quelles sont les conséquences. Donc, c'est normal que l'autorité sanitaire donne son avis et ensuite, c'est aux politiques de trancher. Moi, je fais confiance au gouvernement. Je crois qu'il a analysé l'ensemble aussi des difficultés sociales, parce qu'on parle des difficultés sanitaires, mais c'est extrêmement difficile de faire un couvre-feu. Et le pari collectif de chacun d'entre nous de faire extrêmement attention pour que ce couvre-feu soit la barrière ultime et que nous n'ayons pas à reconfiner derrière. C'est un pari, c'est vrai. On ne connaît pas l'issue. Moi, j'ai assez confiance sur le fait qu'on puisse trouver une issue favorable au couvre-feu. Julien Aubert, vous êtes d'accord avec ça ou vous pensez qu'il aurait fallu les prendre plus tôt? Je crois, si vous voulez, que c'est difficile de prévoir l'incertitude et personne n'est devin. Le gouvernement a fait un pari, pour moi, qui était de dire il y a eu une première vague et puis on n'aura pas forcément un automne très compliqué, on va pouvoir revenir à une vie économique normale. Et d'ailleurs, ça s'est vu dans les annonces avec le plan de relance, avec, voilà, ça y est, on est sorti du Covid. Très rapidement, il a été rattrapé par quelque chose qui commençait à ressembler à une deuxième vague. Alors, je ne suis pas un expert médical, mais ce dont j'ai compris, c'est qu'en réalité, elle était moins haute que la première, mais quand même qu'elle existait, que le taux de mortalité était inférieur parce qu'on avait fait des progrès sous certaines techniques, et que, en fait, on avait un nombre de contaminés qui était 2 fois inférieur et un nombre de morts qui était environ 2 fois inférieur. Mais c'est peut-être une demi-vague, mais ça reste quand même une deuxième vague. Après, par rapport à ça, on va dire qu'il y a des critiques qu'on peut faire. Premièrement, les Français ne sont pas tous des experts médicaux. Donc, ils sont très attachés à la question de l'égalité et donc ils veulent comprendre pourquoi le cinéma est fermé, mais l'Assemblée nationale est ouverte, pourquoi le restaurant est ouvert à midi et il n'est pas ouvert le soir. Je crois qu'on a manqué de pédagogie médicale pour expliquer, par exemple, que dans un bar, on crie parce qu'on boit, il y a du bruit, donc on projette peut-être plus loin les germes. Là encore, je ne suis pas médecin, je vous dis ce que j'ai compris. Mais je dirais qu'il y a un premier sujet parce que la population ne peut pas adhérer à des mesures qu'elle ne comprend pas. Premièrement. Et puis deuxièmement, quand on dit le couvre-feu, c'est pour les jeunes, il n'y a pas que les jeunes qui sortent la nuit. Il y a beaucoup de gens dont, pour eux, leur travail, c'est la nuit. Le taxi, vous avez un taxi qui commence à 18h, vous lui dites maintenant c'est couvre-feu à 21h, le type vous le tuez parce que peut-être que son taxi, il le partage avec un autre taxi qui fait le matin. Bon. Deuxièmement, il y a la question des tests. Alors, sur les tests, effectivement, on a mis en place un système, mais là encore, il y a un problème de logique. Quand vous vous faites tester, vous mettez 48 heures ou 72 heures avant d'avoir votre rendez-vous. Donc, vous vous sentez pas très bien. Deuxièmement, vous faites tester. Quand on vous dit, vous allez encore avoir peut-être 3 ou 4 jours avant d'avoir le résultat, ben finalement, une fois que vous êtes passé à travers cette espèce d'épreuve d'obstacle, vous vous dites, j'aurais mieux fait de m'isoler une semaine directement à la maison. Parce que dans la semaine qui s'est écoulée, j'ai rencontré plein de gens, j'ai fait la queue, j'étais dans des lieux qui étaient contaminés, et ça, je pense que ça n'a pas aidé, si vous voulez, dans la lutte contre le virus. Et puis enfin, il y a le problème de mettre une norme qui frappe tout le monde, ceux qui se comportent bien et ceux qui se comportent mal. Il y a des bars qui ont fait respecter la distanciation sociale, il y a des restaurants qui ont fait respecter la distanciation sociale. Il y en a où ça n'a pas été le cas. On les a tous punis. Et je crois que ça, c'est un petit problème politique, c'est que celui qui a fait les efforts, celui qui note le nom, celui qui a régulièrement dit à ses clients il faut mettre le masque,
ben lui, il est puni comme les autres. Et ça, je crois que c'est très dur, parce que comme on approche maintenant sur 2021, où on va avoir les premiers effets véritables de la crise économique, eh bien, vous avez à la fois l'impatience, la peur, et puis le sentiment, quelque part, d'être lâché par le gouvernement. Sylvain Maillard, vous vouliez réagir à Très vite. Aubert. Moi, j'entends ce que dit mon collègue Aubert. La seule chose, c'est qu'il faut une règle claire. Si on commence à rentrer dans diverses règles plus compliquées, ça ne fonctionne pas et il n'y a pas d'adhésion. La seule chose, c'est que évidemment, nous mettons à l'arrêt une partie de nos entreprises, les bars, les restaurants, les salles de sport, les théâtres, les cinémas. Il faut les accompagner. Nous sommes là et nous serons là pour les accompagner parce qu'on a besoin d'eux. Moi, je suis député de Paris. Imaginez Paris sans ces bars, ces restaurants, ces cinémas, ces théâtres. Ce n'est pas possible. Donc il faut faire en sorte, et ça c'est la responsabilité du gouvernement et de la majorité, d'accompagner les mesures pour les aider à survivre pendant cette période difficile. Axel Kahn, Julien Aubert évoquait un manque de pédagogie médicale pour bien faire comprendre les décisions prises à l'ensemble de la population. Est-ce que cette pédagogie a fait défaut ou est-ce que ce n'est pas plutôt l'intérêt économique aussi qui a primé par moment sur le sanitaire ? Que l'intérêt économique soit présent à un très haut niveau, c'est normal. Et on est tous obsédés par le risque d'une aggravation considérable de la passe économique très difficile. Il n'y a aucun problème. Aucun d'entre nous, on va dire, ne s'en moque et ne met ça dans sa poche avec son mouchoir par-dessus. Aucun. Mais le problème est de savoir comment on fait. Comment on fait ? Le pire pour l'économie, c'est le reconfinement. Oui. Mais d'un autre côté, le reconfinement, celui des 2 mois du printemps, a été redoutablement efficace, remarquablement efficace. D'ailleurs, dans tous les pays, quand vous confinez, vous arrêtez la circulation du virus. Il n'y a aucun problème. Et aujourd'hui, certains pays reconfinent Évidemment. pour 2 semaines. L'Irlande a pris cette décision, le Pays de Galles également. Et quand on parle d'une insuffisance de pédagogie, la principale insuffisance de pédagogie, ça a été dans l'insuffisance de suivi du déconfinement. Le confinement a été remarquablement respectés par les Français, ils ont été héroïques. Je vais dire, ils ont presque fait aussi bien que les Chinois, alors que nous, on est une démocratie quand même, et c'est bien, on en est fiers. Mais ensuite, on n'a pas assez dit aux Français, vous avez réussi, le niveau de circulation du virus est très bas, mais il circule. Et on l'a dit naturellement, mais pas beaucoup. Et il y a eu un relâchement considérable au moment où, naturellement, les Français avaient besoin d'aspirer une grande bouffée d'air frais, de s'éclater, pour tout dire, après le confinement, et cela dans toute la France. C'est-à-dire qu'ils sont partis en vacances. Donc, on a nationalisé ce faible niveau de circulation. Puis, il y a ce qu'on connaît, c'était totalement prévisible. Les jeunes se sont contaminés, les moins jeunes, puis les gens fragiles, et ça va à l'hôpital. Je voulais juste répondre quelque chose. Bruno Le Maire, lorsqu'il y a eu les arbitrages sur le couvre-feu et le reconfinement, était arrivé avec des études qui montraient que le couvre-feu coûtait finalement plus cher que le reconfinement. Et je voulais dire tout à l'heure, parce que moi je suis du Vaucluse, qui vient d'être confiné, quand on a fait le reconfinement dans un petit village où il y a un commerce, c'est pas exactement le même risque, surtout quand vous avez 0 cas positif testé, qu'à Avignon. Et, or, en fait, si vous voulez, on applique exactement la même chose pour le département. Et je pense qu'à un moment donné, c'est pas en vitrifiant, si vous voulez, la ruralité qu'on se portera mieux, parce que les enjeux sont pas les mêmes, les interactions sociales ne sont pas les mêmes. Enfin, un sujet, il y a l'économie, il y a la médecine, il y a quand même un sujet qui sert aussi à équilibrer le débat, qui sont les libertés individuelles. Moi, je connais beaucoup de Français qui estiment qu'on va trop loin, c'est-à-dire que l'État les dépossède de leur liberté d'aller et venir, et ils ne le comprennent pas, et ils protestent. Alors après, ils ont peut-être tort médicalement, mais politiquement, ce qui s'est passé au printemps avec un Parlement à l'arrêt, avec, je dirais, des incursions sur la liberté individuelle, n'est pas anodin au plan démocratique. Juste, docteur Mebaza, moi j'ai envie de savoir aussi si on a tiré pleinement les leçons de cette première vague. Comment ça se passe pour vous à l'hôpital par rapport à tout ce qui a fait défaut lors de la première vague ? Est-ce que vous manquez encore de matériel, d'équipement, de protection ? Est-ce que vous manquez de curares, comme ça a été à un moment évoqué ? Où est-ce qu'on en est dans la reconstitution de tous ces stocks ? Comment ça se passe pour vous ? Alors aujourd'hui, partout en France, il y a les stocks qu'il faut, mais des stocks pour quelques semaines. Donc on n'a pas des stocks qui sont là pour 6 mois, 1 année. Donc il faut le savoir. Au point de vue du personnel, moi j'entends certains chefs de service qui disent mon personnel est fatigué. Moi j'ai beaucoup de chance dans les réanimations que je dirige. On a encore des infirmiers très courageux, des aides-soignants très courageux et qui justement se battent avec nous pour qu'on puisse garder ces 2 sources de patients, c'est-à-dire les Covid et les non-Covid. Je vous rappelle qu'on a cette expertise, les infirmiers, les aides-soignants, on a cette expertise pour les attaques cardiaques et cérébrales. Donc le matériel, ça va. Les malades, on va essayer de prendre au maximum, mais il faut absolument
qu'on comprenne quand est-ce que ce flux, parce qu'on reçoit en plus les malades par vague, avant-hier on a reçu 3 Covid en même temps très très graves, donc ce qu'il faut c'est que vraiment ces vagues-là s'arrêtent pour qu'on puisse s'occuper des malades qu'on a aujourd'hui en réanimation. Quand on entend Axel Kahn tirer le bilan du confinement, du premier confinement, on se dit mais pourquoi pas reconfiner pour 2 semaines si c'est aussi efficace que cela? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Écoutez, moi je ne suis pas expert du confinement ou du couvre-feu. Ce que je peux vous dire, c'est que tout le monde a vu que le confinement du premier coup a bien marché. Le couvre-feu, est-ce que ça va marcher ou pas? Je ne sais pas. Mais nous, on a absolument besoin de s'occuper des malades non Covid. Il faut que les malades Covid, vraiment, ça s'arrête, ça diminue. Et on a aujourd'hui les moyens pour s'en occuper. Mais je rappelle qu'il y a 30%, 40% qui meurent. Et c'est terrible. Et je peux vous assurer que ce n'est pas des personnes âgées. C'est des gens qui sont jeunes, qui arrivent tard, mais qui sont jeunes. Il faut que ça s'arrête. Et le seul moyen de l'arrêter, c'est à la racine. En situation d'obésité ou des jeunes une grande partie sont... Il y a les 3 caractéristiques. C'est des caractéristiques sociales, c'est la précarité, et c'est obésité, hypertension artérielle et diabète. C'est vraiment... L'âge quand même. Et l'âge, évidemment. Mais par exemple, aujourd'hui, en réanimation en France, mais c'est les cas dans l'ensemble de l'Europe, ce qu'on appelle la médiane est à 60 ans. C'est-à-dire que la moitié des malades hospitalisés en réanimation, hospitalisés à 60 ans. Or, effectivement, malheureusement, les personnes âgées ont ce qu'on appelle les comorbidités, des maladies chroniques. Mais vous savez, quand vous êtes en réanimation, tout est possible. Vous pouvez avoir la petite infection pulmonaire que vous n'attendez pas, le cathéter qui fait telle ou telle chose. Donc vraiment, c'est ça qu'il faut qu'on garde en tête. Sylvain Maillard. Je voulais juste réagir, pardon, c'est extrêmement important ce que vous venez de dire et ça permet à l'ensemble des téléspectateurs de bien situer ce que vous avez comme patient à l'heure actuelle. Je voudrais juste réagir à ce que dit mon collègue Aubert. Je crois qu'il a mal compris les propos de Bruno Le Maire. Évidemment, un couvre-feu coûte beaucoup moins cher à l'État et à la sécurité sociale que une fermeture totale. Les rapports sont de 1 à 4. Donc évidemment, d'un point de vue économique et d'un point de vue social, il faut mieux un couvre-feu et que chacun puisse faire en sorte qu'il fonctionne plutôt qu'un reconfinement où il y a beaucoup plus de casse et économique et sociale. Donc là, je voulais juste pas laisser passer ça parce que je pense qu'il y a une incompréhension dessus. Peut-être, j'avais vu l'information inverse, mais je veux bien croire mon collègue pour une fois. Un mot rapide sur la notion de liberté, qui est un principe sur lequel, en tant qu'éthicien dans le domaine médical, sur lequel je me suis penché depuis très très longtemps. Il y a depuis très longtemps une exception dans le domaine de l'exercice des libertés individuelles, qui sont les urgences sanitaires. Les maladies à déclaration obligatoire, les lazarets, les confinements, au rang que décrit Camus, depuis très longtemps. Et cela, parce qu'une des grandes caractéristiques de la liberté, vous le savez bien, c'est que sa limite est le moment à partir duquel elle peut nuire à celle d'autrui. Or, les gens, ils sont libres de n'être pas infectés. Je veux dire que quelqu'un peut être libre de n'être pas infecté, de ne pas rentrer en réanimation, de ne pas risquer de mourir. Si bien que des restrictions de liberté individuelle, dont le but et d'éviter ces contaminations. C'est tout à fait dans l'esprit des pères de la République et de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je veux bien être d'accord avec vous, mais je connais peu de cas dans l'histoire où un gouvernement a mis pendant 2 mois 65 millions et toute sa population sous clé sans un débat au Parlement. Non, je ne parle pas du débat, honnêtement. Mais comme vous le savez très bien, il y a eu 2 milliards de personnes qui ont été confinées en même temps. C'est-à-dire que toutes les formes... Alors, de toute façon, ce débat, vous allez l'avoir ce week-end, Julien Aubert, puisque ce week-end, vous allez siéger pour débattre de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Et ça va évidemment faire l'objet d'un débat avec les députés. Merci à tous les 3 d'être venus sur notre plateau. Axel Kahn, vous restez avec nous parce que dans un instant, on va évoquer votre autre actualité. Mais d'abord, on se penche sur ma journée à l'Assemblée qui est consacrée justement à cette prolongation de l'état d'urgence sanitaire. C'est bien cela, Thomas Després? Oui, exactement Clément. Un projet de loi qui prévoit d'étendre jusqu'en février 2021 l'état d'urgence sanitaire, mais qui divise beaucoup au sein des députés. Je vous raconte tout ça. Alors, dans son intervention à la télévision la semaine dernière, Emmanuel Macron a annoncé le retour de l'état d'urgence sanitaire dans tout le pays. Un état d'urgence qui permet notamment la mise en place du couvre-feu. Mais pour prolonger cet état d'urgence, il faut passer par le Parlement qui examine depuis ce matin ce texte qui prévoit notamment d'allonger cet état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février inclus, mais surtout de mettre en place une période transitoire jusqu'au 1er avril. Et c'est ce temps qui inquiète de nombreux parlementaires qui ont l'impression qu'on leur prive leur pouvoir
de voter la loi. Donner des moyens, c'est une chose. Sur une bonne base juridique, oui, mais sur une durée limitée. Là, nous nous sentons privés, le Parlement privé d'une partie de son action, avec un quasi blanc-seing jusqu'au 1er avril. Peut-on accepter de le faire sur une durée aussi longue? Là, vous proposez quelque chose qui exclut totalement le Parlement pour une durée trop longue. C'est le pouvoir législatif qui sera à l'arrêt. Ça ne nous paraît pas juste du point de vue démocratique, mais surtout, ça ne nous paraît pas juste du point de vue de l'objectif commun qui devrait être le nôtre, de fabriquer sans cesse dans cette période de crise de l'unité nationale par le débat démocratique. Bonjour Sacha Houlié. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus consensuel de faire un état d'urgence plus court afin de revenir plus régulièrement devant les députés? Nous avons besoin d'un texte qui soit suffisamment robuste, qui soit suffisamment long pour avoir une incidence réelle sur le niveau d'occupation dans les hôpitaux. Parce qu'on a dans les hôpitaux des agents qui sont éprouvés, fatigués, sollicités et qui vont avoir aussi besoin de tourner face à l'afflux de malades que nous connaissons. Mais ne nous flagellons pas, nous sommes l'un des parlements européens, sinon le Parlement européen, qui est le plus consulté et qui a le plus à regarder la situation et les décisions qui peuvent être prises par le gouvernement. Mais ce matin, tous les groupes de l'opposition, presque, les Républicains, les communistes, le Parti Socialiste, même l'UDI, ont le sentiment d'être dépossédés de leur pouvoir de députés. Vous les comprenez? Qu'on ait ce débat, c'est absolument normal. Que le gouvernement cherche à obtenir des moyens, en tout cas une période d'état d'urgence sanitaire qui soit satisfaisante, c'est aussi normal. C'est le débat démocratique et c'est pour ça qu'en responsabilité, nous nous disons 4 mois dans l'état dans lequel nous sommes, c'est pas forcément excessif ou en tout cas manifestement disproportionné par rapport aux enjeux qui sont devant nous. Enfin, très honnêtement, on a un pays qui peut prendre une pente très glissante et là, c'est à nous de dire, en responsabilité, on donne les moyens de ne pas prendre cette pente-là. Voilà Clément, ce texte qui prolonge l'état d'urgence sanitaire sera présenté dans l'hémicycle à partir de samedi matin et ce sera à suivre en direct sur LCP. Notre grand témoin à présent. Et on va parler avec vous, Axel Kahn, du dépistage du cancer du sein avec ce mois, Octobre Rose, qui est consacré à la prévention, au dépistage, à la sensibilisation au cancer du sein. Malheureusement, on va voir avec vous que la crise sanitaire, elle a aussi des conséquences dans ce domaine. Mais d'abord, d'un mot, en quelques chiffres, on en est où dans le combat contre le cancer du sein en France aujourd'hui ? Il y a environ 58 000 cancers du sein chez les femmes chaque année. C'est le plus fréquent des cancers féminins. Heureusement, le traitement a fait de très gros progrès et il y a 12 000 morts. Donc, vous faites le pourcentage. Un cancer du sein qui est détecté lorsqu'il est de petite taille, qui n'a pas encore envahi les tissus environnants, non plus que les ganglions, est guéri dans 95% des cas. En épargnant le sein, en enlevant la tumeur, en faisant une radiothérapie, pas de chimiothérapie. Et donc, il y a un enjeu dans le dépistage précoce du sein. Ce qui est fondamental, c'est de pouvoir détecter les cancers à ce stade-là, au moment où ils sont presque toujours guéris et avec des moyens qui ne sont pas exagérés. Et c'est là où il y a un problème qui se pose, en particulier cette année, puisqu'il y a cet impact qu'a eu le confinement sur le dépistage du cancer du sein. Est-ce qu'on a réussi à mesurer un peu cet impact ? Ah oui, très bien. Oui. Durant la période de printemps, le dépistage systématique a été stoppé. En réalité, il a été stoppé de milieu mars, du 17 mars jusqu'en juin. Il a repris à partir de juin. Et les femmes elles-mêmes, les autres personnes susceptibles d'avoir le cancer, se sont réfreints d'aller à l'hôpital. Parce qu'ils avaient peur d'être contaminés, peur de déranger, etc., etc. Mais est-ce que que dans cette période, on s'attendait à dépister tout cancer confondu, 60 000 cancers environ, et on en a détecté, on en a dépisté que 30 000. Donc il y a un manque à gagner en cancer de 50%, et si le retard n'est que de 2-3 mois, c'est pas dramatique. Et il n'a pas été rattrapé, ce retard, depuis ? Non, voilà, il n'a pas été rattrapé. Il n'a pas été rattrapé parce que les dépistages ont repris tard, parce que effectivement ils ont repris, mais pas suffisamment
pour rattraper également le retard et que, à nouveau, comme on en a parlé tout à l'heure, la situation se tend. Donc maintenant, il y a des retards qui vont être de 5-6 mois et des retards de 5-6 mois. Ce sont des chances qui sont perdues et ce sont des vies qui le seront également. Et donc nous sommes extrêmement inquiets de ce point de vue-là. D'un mot, quel bilan vous dressez de ce mois d'Octobre Rose cette année, où on en est des dons notamment ? Alors, sans parler des dons, c'est la mobilisation. Il y a un message. La Ligue essaye d'aller vraiment partout avec d'autres partenaires en disant, aujourd'hui, vraiment mesdames, le danger pour vous, c'est de ne pas vous faire dépister, détecter, soigner aussitôt que possible votre cancer. Il y a des précautions très importantes qui sont prises lorsque vous allez consulter, lorsque vous faites une mammographie, etc. Et donc, le danger principal, c'est le non-diagnostic, la non-connaissance du cancer. Il faut qu'en masse, réellement, vous évitiez ce danger-là. Le cancer, globalement, c'est un adversaire bien plus méchant et dangereux que ne l'est la Covid. Ok, mais on va justement aborder cette autre question de la Covid avec vous. Depuis le début de cette crise, on a vu la communauté scientifique se diviser en deux camps, si l'on peut dire. D'un côté, les rassuristes, de l'autre, les alarmistes, avec pour résultat une cacophonie. Alors, j'aimerais vous faire réagir à cette situation inédite d'une communauté scientifique qui se déchire publiquement. Mais d'abord, le rappel des faits avec Maïté Frémont. Mettez 2 épidémiologistes sur un plateau télé et vous obtiendrez un débat enflammé. Il a dit tout l'été que c'était terminé, que la seconde vague c'était de la pure fiction, je l'ai vu face à moi. Et maintenant il dit qu'il va y avoir un plateau alors que c'est ce que je dis depuis un mois. Donc je dis n'importe quoi, et vous osez venir en plus brasser du vent, il n'y a pas de fond, c'est insupportable. Ici, ce ne sont pas 2 hommes politiques en pleine campagne, mais bel et bien 2 médecins aux idées diamétralement opposées. Cette guerre des blouses blanches dure depuis des mois dans la presse. Il y a des centaines de millions de Français qui n'en peuvent plus de ces dissensions entre les scientifiques, à qui on dit tout et n'importe quoi tous les jours. Je vous assure qu'il y en a ras-le-bol. Derrière nos petits écrans, 2 camps s'opposent. Il y a ceux qu'on appelle les alarmistes. Parmi eux, les infectiologues Éric Combes ou encore Karine Lacombe. Des médecins qui réclament des durcissements des mesures et qui insistent sur la gravité de la situation. On sait que le virus revient, on voit partout sur le territoire français une augmentation du nombre de cas, notamment d'hospitalisation et de réanimation, à des degrés différents. Et puis il y a ceux qu'on surnomme les rassuristes. Eux dénoncent une psychose autour du coronavirus. La menace, à l'heure actuelle, n'existe pas et on la fabrique. Le chef de file des rassuristes dira même dans les colonnes de l'Express: nous contestons cette histoire de 2e vague du Covid qui correspond à une rhétorique anxiogène. Mais le tout premier, c'est lui, Didier Raoult. Et pour son audition à l'Assemblée, ce microbiologiste explique sa position. J'ai pensé que je pouvais être utile dans cette crise parce que je crois que j'ai une expérience qui est extrême dans ce domaine-là. Et j'ai essayé de le faire à chaque fois comme je pouvais. Mais comment se fait-il que 2 camps s'affrontent ainsi ? On est allé demander à l'auteur d'un rapport sur la crise sanitaire en France. Et pour lui, la réponse se trouverait dans la définition de leur domaine d'expertise. Dans le domaine des maladies infectieuses, qui est un domaine extrêmement vaste, vous avez typiquement les microbiologistes, les gens qui sont capables de détecter les microbes et qui travaillent essentiellement dans des laboratoires. Vous avez les spécialistes du terrain dans le domaine des soins aux patients, qui sont les médecins infectiologues qui traitent des malades. Et puis vous avez les épidémiologistes qui, eux, sont plutôt ceux qui traitent les chiffres, qui comprennent les chiffres et qui, au fond, sont capables de mieux comprendre ce qui est en train de se passer en termes d'épidémiologie. Malheureusement, aujourd'hui, on vit une période que l'OMS, d'ailleurs, intitule une période d'infodémie. Et finalement, vous savez, le propre d'un expert, d'un véritable expert, c'est qu'en fait, il met toujours le doute dans ce qu'il dit. Alors que le non-expert, lui, il affirme. En fonction de leur spécialité, tous n'ont pas la même vision. Mais au-delà de la vérité scientifique, ils sont tous liés au serment d'Hippocrate qui dit « Je n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences ». Alors, Axel Kahn, vous avez dénoncé récemment, je cite, la brochette d'abrutis qui disent que rien ne se passe. Donc, si on reprend la typologie de Maïté Frémont, j'en déduis que vous êtes plus alarmiste que rassuriste. Non, non, je ne suis pas alarmiste, je suis réaliste. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dis depuis un certain temps? Je dis, écoutez, il y a une évolution que l'on peut très bien quantifier,
que l'on peut très bien projeter, qui est inquiétante, et il y a un début de deuxième vague. Je suis le président de la Ligue contre le cancer, et on a dit combien les personnes atteintes de cancer étaient des victimes collatérales. Je suis totalement mobilisé. Alors quand des personnes disent non seulement il n'y a rien, mais ne prenez pas de précautions, eh bien évidemment, le résultat, c'est que les gens ne prennent pas de précautions, que la gravité de la vague augmente, et que notamment les gens dont je suis co-responsable en tant que président de la Ligue sont encore plus menacés. Et comme aujourd'hui il n'y a pas photo, nous avons parlé de ce qui était exigible du fait de l'importance de la deuxième vague, je suis obligé de dire que ces personnes qui parlaient comme cela face à l'évidence, c'est pas très méchant. Effectivement, se sont comportés comme des abrutis. C'est le cas, par exemple, du professeur Raoult, à vos yeux? Non, Raoult, c'est tout à fait différent. D'abord, au départ, le professeur Raoult a eu une intuition d'un traitement qui n'était pas illogique et en lequel j'ai espéré comme tout le monde. Il a fait une erreur très importante, c'est qu'il a été tellement sûr de lui qu'il n'a pas soumis son traitement à ce qui est le standard vraiment des progrès médicaux en matière d'essais thérapeutiques, c'est-à-dire un essai contrôlé. Il ne l'a pas fait. Et rapidement, pas rapidement, il est apparu que c'était totalement inefficace à quelque stade de la maladie que ce soit, et ça fait énormément de mal dans le monde entier. Dans le monde entier, ça fait énormément de mal. Les deux pays dont les présidents ont pris eux-mêmes le médicament et en ont fait vraiment la promotion sont les États-Unis d'Amérique et le Brésil, parmi les deux pays du monde où le nombre de morts par million d'habitants est de loin le plus important. Allez, on passe au décryptage à présent. J'ai été très heurté que nous n'arrivions pas. Alors, on attend un petit jingle, peut-être, peut-être pas, on va voir. Alors, Emmanuel Macron a décidé, je cite, de terroriser l'islamisme après l'assassinat du professeur Samuel Paty. Mais on va voir que les choses ne sont pas si simples quand on vit dans un état de droit. Avec nous pour discuter de tout cela, Laurence Wiśniewski, bonsoir. Vous êtes députée MoDem du Puy-de-Dôme et également ancienne magistrate. Pierre Conessa, bonsoir. Vous êtes ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense et vous connaissez bien ces différentes problématiques qu'on va aborder avec vous. Et on commence par vous, Stéphane Blakowski. Bonsoir Clément. Alors Stéphane, si j'ai bien compris... Si j'ai bien compris, Clément, le gouvernement a décidé de taper vite et fort contre l'islam radical. Alors pour bien prouver sa détermination, notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a publié un tweet hier, un peu façon Donald Trump, en dénonçant précisément deux associations qu'il avait l'intention de dissoudre. On voit le tweet qui s'affiche ici, vous voyez, le CCIF et Baraka City. Donc, si je vous comprends bien, ces deux associations devraient être rapidement dissoutes? Devraient. Voilà, vous faites bien employer le conditionnel, Clément, parce que si c'était aussi simple que ça de dissoudre le CCIF, on peut imaginer que le gouvernement l'aurait fait dès hier au Conseil des ministres, aurait annoncé cette dissolution. Or, hier, au Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a bien annoncé une dissolution, mais ni celle du CCIF, ni celle de Baraka City. On écoute Gabriel Attal. Nous avons ce matin prononcé la dissolution du collectif Cheikh Yassine, impliqué, lié à l'attentat de vendredi dernier et depuis bien longtemps, le faux-nez d'une idéologie anti-républicaine qui diffuse la haine. Alors Stéphane, pourquoi ne pas avoir annoncé dès hier la dissolution du CCIF? Alors, le ministre de l'Intérieur est un homme très puissant. Malheureusement pour lui, il doit malgré tout se soumettre à la loi. C'est comme ça en France. Et donc, avec la loi, quand on doit en tenir compte, c'est pas si simple de dissoudre une association. On peut prendre un exemple qui date de l'an dernier. L'an dernier, le gouvernement s'était mis en tête de dissoudre l'association Génération Identitaire, une association d'extrême droite. Il y avait même des articles dans la presse qui parlaient de ce projet. Et puis finalement, ils ont fait une étude juridique des motifs qui pourraient permettre de dissoudre cette association. Et puis comme il n'y en avait pas qui soit très très solide, après avoir eu un effet d'annonce, ils ont dû y renoncer. Aujourd'hui, Génération Identitaire existe toujours. Ils ont pignon sur rue. Est-ce que ça veut dire qu'on risque de vivre la même chose avec le CCIF? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le gouvernement, il doit bien réfléchir aux motifs qu'il a l'intention d'invoquer pour dissoudre le CCIF, parce que si sa décision est invalidée par la justice, alors là, c'est l'humiliation. C'est évidemment très contre-productif. Et pourtant, c'est des choses qui peuvent arriver. Je vous prends un exemple qui date de 2016. À l'époque, le préfet décide près de Toulouse de dissoudre une école coranique hors contrat.
où il y avait des gens qui étaient fichés, qui donnaient des cours. Donc ça paraît une mesure de bon sens. Sauf que 2 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Bien, l'école a fait appel et la Cour d'appel de Toulouse annule la décision. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, cette école est toujours ouverte. Elle a simplement changé de nom et elle continue de fonctionner. Alors, si le gouvernement se retrouve dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'il peut faire? Si la loi ne plaît pas au gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de la changer. C'est d'ailleurs ce qu'il va faire. Il y a un projet de loi qui va être examiné à partir du 9 décembre à l'Assemblée, dans la loi contre le séparatisme. Mais il y a quand même des lois qui seraient quand même assez délicates de changer sans créer de vraies polémiques en définitive. J'imagine que vous avez quelques exemples à nous donner. Eh bien vu, j'ai toujours mon petit exemple sous le coude, Clément. Donc par exemple, Darmanin propose d'expulser les étrangers en situation régulière qui vivent en France alors qu'ils sont fichés pour l'islam radical. Donc ça paraît une mesure de bon sens, on ne voit pas trop qui pourrait s'y opposer, mais c'est pas si simple. Je vous prends un exemple, celui d'un homme qui s'appelle Kamel Daoudi, donc un Algérien, qui a été condamné pour terrorisme, qui en a retiré la nationalité et qui maintenant est interdit de territoire. On dit typiquement le gars qui devrait être expulsé. Sauf que la loi en France, et c'est marqué dans cet article du Monde, n'autorise pas son expulsion parce que si on l'expulse en Algérie, il risque d'être soumis à la torture. Donc vous voyez, c'est la question qu'on se pose toujours dans ce débat-là. Est-ce qu'il faut s'affranchir de l'état de droit pour être plus efficace dans la lutte contre l'islam radical? Eh bien, vous posez parfaitement les termes du débat, Stéphane. Et je me tourne vers vous pour commencer, Laurence Wiśniewski. Quand on entend Stéphane Blakowski, est-ce que vous ne vous dites pas que le gouvernement a peut-être allé un petit peu vite en besogne? Est-ce qu'il ne prend pas un risque de se faire renvoyer dans les cordes par la justice? Ce que je crois, c'est qu'il faut avoir toujours présent à l'esprit l'idée que nous vivons dans un état de droit et que nos ennemis, qu'il faut nommer maintenant, et je crois qu'il faut non seulement une réaction, mais des actions, ne respectent pas cet état de droit. Moi, je crois une chose assez simple, et je me dis qu'une fois qu'on l'aura comprise, nous aurons fait un grand pas en avant. C'est que beaucoup de ceux qui nous attaquent, parmi les terroristes islamistes, qu'est-ce qu'ils souhaitent? Ils ne sont pas tous déséquilibrés, ils ne sont pas tous fous. Je crois qu'ils veulent faire de la France une république islamique. Une fois qu'on aura compris ça, je crois qu'on saura utiliser les bons moyens. Alors, j'entendais la chronique de mon voisin. J'ai dit que nous vivions dans un état de droit et le gouvernement respectera le droit. Maintenant, que l'on dissolve, que l'on pense à dissoudre des associations qui ont des liens avec le terrorisme islamiste, ça me paraît aller dans la bonne direction. Et on en a déjà dissous peut-être, je crois, plus d'une dizaine sous le mandat d'Emmanuel Macron. Et c'est une direction. Quant à l'expulsion des fichiers S, puisqu'ils ont été évoqués, je crois effectivement que nos concitoyens ne comprennent pas que des fichiers S étrangers, même en situation régulière sur le territoire français, ne soient pas expulsés. Moi, je crois que s'ils menacent l'ordre public, ils doivent l'être. Après, c'est vrai qu'il y a toujours des difficultés concrètes de laisser passer parce que les États peuvent refuser le retour sur leur territoire de leurs propres ressortissants. À ce moment-là, il y a aussi les pressions diplomatiques. Et je crois qu'il faut savoir en faire usage parce que c'est le respect de notre ordre public qui est en jeu. Et il y a moyen de faire pression sur les États qui ne veulent pas récupérer leurs ressortissants. Pierre Conessa, vous connaissez bien ces différentes associations qui sont ciblées. Il va falloir rassembler des preuves contre ces associations pour pouvoir les dissoudre, pour pouvoir étayer ces décisions. Or, ces associations, elles sont assez légalistes globalement. Elles font attention à ne pas franchir la ligne rouge. Comment faire dans ces cas-là ? Moi, je suis frappé, je reviendrai sur l'attentat que nous venons de subir, de la connaissance juridique des failles de notre système. Bon, le CCIF, par exemple, qui est une association que j'ai eu personnellement l'occasion de fréquenter très très près, si vous voulez, est une association qui se caractérise par le fait qu'elle n'a jamais fait un communiqué condamnant un attentat terroriste. Jamais. Même le dernier communiqué, je l'ai encore regardé ce matin, c'est « L'heure est au silence et au recueillement ». Ni le nom de Samuel Paty, ni quoi que ce soit. Bon. Donc, si vous voulez, c'est une association, je les avais appelés, ils me disent non, seuls nous intéressent les actes islamophobes. Bon. J'avais dit, mais le jour où vous avez un juif intégriste et un musulman radical qui se tape sur la figure, comment fait-on? C'est de l'antisémitisme ou c'est de l'islamophobie? Donc, ils sont dans une espèce de système fermé, et ça va donc être extrêmement difficile de les faire disparaître, parce qu'encore une fois, peut-être que qui ne dit rien consent, mais en droit, c'est pas suffisant. Bon.
Le point qui me frappe le plus, si vous voulez, c'est la méthodologie de cet attentat-là, notamment au regard du droit. Si vous voulez, on a connu l'époque Daesh, les gros attentats de masse organisés, de la logistique, etc. Bon. Ensuite, on a connu, après la disparition de Daesh, le terrorisme endogame avec des jeunes Français, musulmans ou convertis. Bon, ça sont des choses que les services de renseignement et la justice peuvent poursuivre. Mais regardez le cas ici. On a un fait générateur. En l'occurrence, il se trouve la jeune fille qui dénonce un professeur dans un cours auquel elle n'a pas assisté. Mais ça suffit à allumer la mèche. Le père va s'adresser non pas à l'association de parents d'élèves du quartier, mais va s'adresser tout de suite à Zekraoui, qui est un type, un imam connu, qui a déjà un casier judiciaire extrêmement lourd. Il s'est en particulier attaqué à une mosquée, la mosquée de Chalgoumi, dans laquelle ils ont cassé. Bon, alors on se dit quand même, c'est assez étonnant qu'il n'y ait aucune suite judiciaire à ça. Et donc, lui va aller chez le proviseur, chez le chef d'établissement, et puis il va faire comme si la chose était réglée. Et donc, le chef d'établissement, finalement, éteint le voyant rouge. Mais dès qu'il rentre chez lui, il commence à faire l'interview de la jeune fille et il la met sur les réseaux sociaux. Et il allume tout le collectif qui ensuite va faire toutes ces menaces, toutes ces différents tweets. Et vous avez, ne serait-ce que prenant le cas de Mila, avec Mila, on avait eu 30 000 tweets contre cette jeune fille. Comment voulez-vous que la police poursuive? Et ensuite, quand vous avez le déroulement de l'attentat lui-même, vous dites, attendez, il y a celui qui l'a véhiculé, il y a celui qui l'a emmené à Rouen, il y a celui qui l'a aidé à acheter des armes, enfin des armes, un couteau, c'est pas cher, ne confondons pas. Et puis, vous avez toute cette suite-là. Mais pour le pénal, c'est très difficile ensuite d'aboutir à quelque chose qui soit l'association effective avec l'attentat terroriste. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut adapter notre droit à ces nouveaux outils que sont les réseaux sociaux, en l'occurrence. Mais il faut aussi adopter la jurisprudence. On est dans le plein procès du réseau de soutien des attentats de 2005. Donc on va voir quelles condamnations vont sortir. Mais là, il y a une jurisprudence qui est en train de se créer. Donc là, il y a effectivement quelque chose qui va étendre, si vous voulez, le champ de la responsabilité. Et c'est ça la véritable transformation qui doit se passer aujourd'hui. Les lois existent. C'est vrai, les lois existent. Mais par exemple, vous faisiez allusion à l'affaire de Mila. C'est vrai que réduire l'anonymisation, ce serait quand même déjà une bonne chose. Et les services de police avaient déjà, et heureusement, ils ont la possibilité d'obtenir, je dirais, la levée de cet anonymat. Et ils connaissaient beaucoup des pseudos qui s'étaient exprimés. Je crois qu'il faut leur donner les moyens de pouvoir réagir mieux. Parce que cette petite Mila, aujourd'hui, vit dans des conditions absolument effroyables. Et il me semble me souvenir que la réaction avait été assez lente. Mais il y a eu 3 condamnations. Axel Kahn, d'un mot de votre côté, comment vous jugez la situation? Est-ce que nos démocraties vous semblent suffisamment armées pour faire face, pour mener ce type de combat face aux islamistes? Je ne suis pas spécialiste de cette mécanique judiciaire, mais ce qui est le plus extraordinaire, c'est la chaîne, l'écosystème qui a abouti à l'assassinat et à la décapitation de M. Paty. Je viens d'être rappelé, c'est d'une certaine manière tout un quartier qui va de l'école à la mosquée, à des gens qui regardent, qui sont plutôt favorables à cela, des protestations. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à modifier en profondeur l'état d'esprit, c'est-à-dire le rapport qu'ont ces gens avec la République et ses lois, alors l'avenir restera extrêmement difficile. C'est le problème qui est vraiment fondamental. Vous avez raison, mais ça fait si longtemps que nous avons laissé peu à peu, au prétexte de laisser s'exercer les libertés individuelles, il y a eu des ou la liberté d'expression. Nous avons été assez lâches. Moi, je pense que nous avons été assez lâches et qu'aujourd'hui, nous subissons ces conséquences parce que nous avons laissé peu à peu grignoter les valeurs essentielles de notre République. Et nous en sommes tous responsables si nous ne réagissons pas collectivement dans tous les services publics concernés, là où nous pouvons réagir, et dans toutes les associations qui sont culturelles alors qu'elles devraient être cultuelles. Et je crois que le texte qui est en préparation et qui a pour objectif de circonscrire comme il se doit les associations qui relèvent de la loi de 1901 ou celles qui relèvent de la loi de 1905, on aura beaucoup progressé, parce que nous avons assisté à cette espèce de mélange des genres qui fait qu'en réalité le cultuel fait du socioculturel et ça ne va pas, et bénéficie de subventions de l'État très conséquentes. Tout cela doit être reconsidéré et de façon très ferme. Pierre Conessa, c'est quoi le problème aujourd'hui? C'est un problème de droit? On a les outils juridiques ou pas pour faire face à cette situation? Moi, j'ai le sentiment que
que les outils juridiques existent. Je vais vous prendre un exemple. Le droit d'asile. Le droit d'asile, donc aujourd'hui, enfin à son origine, quand on signe les conventions dans les années 50, tout le monde se reproche d'avoir refusé les juifs apatrides que Hitler avait renvoyés. Bon. Donc on a fait un texte qui est très protecteur, qui interdit de faire des apatrides, etc. La première vague, ce sont les réfusniks Europe de l'Est, c'est-à-dire des défenseurs des libertés. Et puis ensuite, au tournant des années 80, on commence à accueillir des islamistes algériens parce que persécutés par leur gouvernement, quand même assez fascinant. Oui, et par contre, des intellectuels qui étaient menacés par les islamistes, on leur refuse le droit d'asile. Donc la jurisprudence va s'adapter, mais reprenons le cas anglais. Le cas anglais est extrêmement intéressant parce qu'ils accueillent des islamistes poursuivis chez eux pour faits de violence et qui vont accueillir à Londres avec le cynisme britannique, c'est oui, mais de toute façon, ça nous permet de les surveiller. Les attentats de Londres, tout à coup, le système bascule à 180 degrés. Ils négocient directement avec le Yémen, la Jordanie, etc., pour leur renvoyer leurs islamistes. La seule condition, c'est qu'ils ne soient pas condamnés à mort. Je veux dire, c'est quand même du réalisme, c'est pas du débat juridique. C'est-à-dire que les moyens diplomatiques que vous évoquiez tout à l'heure sont parfaitement possibles. Mais il faut se mettre dans une position de force, c'est-à-dire on coupe les vivres, on coupe les aides. Nous sommes dans un rapport de force aujourd'hui. Oui, mais il faudrait être dans une position de force, c'est-à-dire pas vous avez raison, mais je crois qu'il y a des tabous. Il y avait des tabous sur lesquels nous sommes prêts sans doute à revenir. Et vous faisiez allusion au droit d'asile. Oui, la politique de l'immigration dans son ensemble, d'ailleurs classique, au droit d'asile. Je crois qu'elle doit être revue. Ça ne veut pas dire qu'il faut cesser, bien entendu, mais elle doit être revue à la lumière d'un contexte qui est complètement différent aujourd'hui. Ça n'a pas été établi comme une priorité aujourd'hui par Emmanuel Macron. En tout cas, le sujet n'est plus tabou. Le sujet n'est plus tabou et il a été évoqué. Et il a été évoqué aussi par le garde des Sceaux, par le ministre de l'Intérieur. Et je crois qu'on ne doit pas se l'interdire. Et je crois qu'il faut aussi que nous réfléchissions beaucoup à la frontière ténue qui existe entre islam et islamisme. C'est très difficile aujourd'hui parce qu'on souffre beaucoup d'ambiguïté que nous avons laissé se développer sur ce registre. Et c'est certes différent, mais il n'y a pas de solution de continuité non plus. Donc je crois que ce sont des sujets qui ne sont plus tabous et ça, c'est un grand pas en avant. J'aimerais quand même qu'on s'arrête sur la question des réseaux sociaux, parce que vous avez évoqué cet enchaînement qui s'est produit dans le cas de l'assassinat de ce professeur d'histoire-géographie Samuel Paty. Et on a vu une fois de plus comment les réseaux sociaux arrivent à attiser la haine, à enflammer d'un coup toute une communauté. Vous avez évoqué le problème de l'anonymat. Là, ça n'aurait rien réglé de lever l'anonymat sur les réseaux sociaux. Donc, comment appréhender cette problématique-là des réseaux sociaux aujourd'hui ? Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Si l'anonymat était levé, beaucoup moins de gens se lanceraient dans des menaces de mort. Non, ça, c'est un sujet central. Vous pensez que le terroriste ne serait pas passé à l'acte ? Ah non, c'est pas ça. C'est qu'on n'aurait probablement pas eu cette émulsion tout à coup de gens qui se sont sentis saisis d'une information qui était mensongère, encore une fois, n'oublions pas ça. Et donc, ils auraient été beaucoup moins courageux, si vous voulez. Bon. Donc, sur le fond, simplement, négocier avec les GAFA, qui ont parfois la taille d'un État de taille moyenne, c'est quasiment impossible. Et on est dans le droit américain. Le droit américain, il considère qu'il n'y a pas de censure possible sur la liberté d'information. Il faut une directive européenne, tout cela est très long. Bref, c'est vrai que quand on sait les faibles moyens de Faro, si on se dit qu'il faudrait augmenter considérablement les moyens. Je pense aussi. Mais, vous savez, à l'époque de Mera, les fichiers S, je crois qu'ils étaient 2500. Aujourd'hui, on est à 18 000 ou 21 000. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on repère mieux ou ça veut dire qu'il y en a plus ? Moi, j'ai tendance à penser que c'est la deuxième version. Donc, si on est face à ce mouvement croissant, il est évident qu'on ne peut pas augmenter les effectifs de police à due proportion. Donc, le seul moyen, c'est de vider le stock. Et donc, il faut trouver les moyens de vider le stock, c'est-à-dire, effectivement, d'aboutir à des expulsions avec des négociations diplomatiques, des pressions diplomatiques très fortes. Il y a beaucoup de pays qui attendent de l'aide, si vous voulez, de la France. Au moins, ceux-là, on peut leur renvoyer les leurs. Il y a aussi des moyens classiques de lutter. Agir sur le trafic de stupéfiants, par exemple, qui est un substrat économique très conséquent pour le séparatisme. Très conséquent, culturellement et socio-économiquement, si je puis dire. Donc, ce sont des registres sur lesquels on peut agir, cela. D'un mot, juste, très vite, pour conclure, je m'adresse à l'ancienne magistrate. Qu'est-ce qui empêchera une association dissoute de se recréer sous un autre nom ? Rien. J'ai envie de vous dire que il n'est pas possible de répondre en un mot. Cette prise de conscience qui est la nôtre et la défense des valeurs républicaines par, je dirais, l'ensemble de la collectivité nationale. Rien d'autre. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur notre plateau. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain pour un nouveau Ça vous regarde. Tout de suite, votre soirée documentaire sur LCP. À bientôt.